Un grand plaisir de nous retrouver, mesdames, messieurs. Nous sommes aujourd'hui samedi 19 février. On clôture la semaine, les week-ends. Aujourd'hui, ce n'est pas Bolo Joa, c'est Serge Nseka, un grand journaliste de notre pays que vous aimez tant, vous adulez, vous admirez. Face à Serge Nseka, nous sommes également avec José Kaniki, analyste, communicateur des RDT et de l'Union Sacrée, cadre. Avec le 2, nous allons revenir sur l'actualité qui reste dominée par cette bonne nouvelle, l'information qui nous arrive d'ici, dès le 1er mars, l'histoire des rames, les Congolais, soit les Quinois, ne vont plus en parler. Et c'est une nouvelle qui arrive et trouve le Congolais en liesse parce que tout le monde a décrié cette façon de ponctionner les unités dans les téléphones des compatriotes. Nous allons parler de ça, nous allons revenir sur les financements du processus électoral qui jusqu'à présent défraie la chronique avec cette polémique qui dit vrai, qui ment, qui dit faux. Nicolas Kazadi dit qu'il y a déjà un décaissement. Au niveau de la CENI, on dit que ces décaissements ne concernent que les frais de fonctionnement, ce n'est pas les frais d'exploitation parce que la rubrique concernée pour l'organisation d'élections, soit du processus électoral, c'est la rubrique du frais d'exploitation. Nous allons revenir également sur la prétendue révisitation, soit de réqualification de nos frontières. Comme vous le savez tous, les sommets Union africaine et Union européenne s'est clôturé hier. Les sujets n'étaient pas à l'ordre du jour, mais il y a toujours des Congolais qui suspectent, qui sont en train de prêter des intentions aux Occidentaux et au monde entier suite à ces rumeurs qui surquillent déjà faisant état de cette réqualification, soit de révisitation de nos frontières. Nous allons en parler avec nos deux éminents invités en attendant bien sûr Jean-Pierre Bélessi qui pourrait nous rejoindre d'un moment à l'autre. Débat pour la nation, votre émission avec Grammic Legrand à retrouver dans les antennes des Perfect Télévision à 11h juste, 22h et 1h juste. Nous commençons. Je reçois d'abord Serge Nseka parce que c'est sa première participation. José Kani qui est un habitué. Serge Nseka, comment vous allez? Et très bien, merci. Très bien, merci Grammic Legrand. Merci de l'invitation. Je salue tous ceux qui suivent cette chaîne qui vient innover, qui vient apporter une touche nouvelle dans l'espace audiovisuel du Congo. Et puis je salue Peter Tchani, d'où il est. Voilà, donc, et voilà, je suis très heureux de participer, de répondre à cette invitation. Parce que nous sommes honorés de votre présence parce que... Non, je crois que comme collègue et comme journaliste, notre devoir c'est d'apporter l'information. Et si on nous invite, je pense que ça ne serait que politesse d'y répondre parce que à un certain moment, on a été, comme vous, jeunes au début, et on a reçu des personnalités qui ont fait l'honneur. Une anecdote, en 2006, je suis à Raga. 2006. Raga TV s'est situé à CCIZ, là où se trouve l'hôtel du Fleuve. Sur un plateau, l'UDPS disait, au 30 juin, tout s'arrête. J'ai pris Pacho Panda pour le compte de Force Future, de Zaïdi Ngoma, Yves Kissombe pour le compte du MLC. Je crois Serge Amouri, si je m'abuse, et un certain Félix Tshisekedi pour le compte de l'UDPS. Il venait de revenir au pays. Et on a fait le plateau par rapport au 30 juin, tout s'arrête parce que avant le référendum, l'UDPS n'était pas pour. Il disait au 30 juin, tout devait devenir illégitime. J'ai reçu un certain Félix Tshisekedi qui se trouve aujourd'hui président de la République. C'est-à-dire que les gens nous ont fait honneur et moi quand on m'invite partout, quand il s'agit de parler comme journaliste, j'y vais. Merci beaucoup Serge Nseka. Moi j'ai dit ceci, en 2006 je pourrais être en deuxième secondaire, deuxième ou troisième, quelque chose de comme ça. C'est un bonheur, un honneur d'être avec les aînés et ça fait ma joie. José Kaniki, comment vous allez? Je vais bien par la grâce et surtout que nous sommes croyants. Pour nous, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir non seulement pour José Kaniki, mais surtout pour cette nation qui s'est construite pas à pas
avec toutes les difficultés certes, mais nous avançons et il faudrait les signaler, la précision elle est quand même détail, que je suis aussi porte-parole national du Rassemblement des démocrates et tshisekidistes. Et voilà. Les Sylvain Moutumbo. Alors, nous commençons nos prénoms parce que nous allons essayer un peu de revenir sur toute l'actualité qui a fait un peu de défrayer la chronique. Serge Nseka, comment vous pourriez expliquer à la population qui constate que lors des récentes nominations d'ambassadeurs, on voit un nom qui parenté à la première dame, Nia Kerou. Comment vous réagissez? On dit que, tiens, désormais, c'est les népotismes, ainsi de suite. Qu'est-ce que vous pourriez dire à la population? Qu'est-ce que vous pourriez passer comme message? C'est tolérable? On peut tolérer ça dans une démocratie ou je crois que nous devons éviter de faire perdre à notre population du temps. Pour rien. John Nyankero, parce qu'il s'agissait du qui il s'agit, c'est quelqu'un qui a travaillé dans les services de l'État, dans le protocole de l'État. C'est pas parce qu'il est frère à la première dame qu'il ne peut pas être promu par rapport à ses mérites. En Belgique, il y a eu un certain Louis Michel qui a été Premier ministre de la Belgique. Et son fils, qui était après devenu Premier ministre, et aujourd'hui il est président de la Commission de l'Union européenne. C'est lui qui a présidé pratiquement le sommet UA-UE. Donc, est-ce parce qu'il a été le fils de son père? Je crois que quelque part, si nos membres des familles ont de compétences requises et qu'ils peuvent quelque chose, on ne peut pas les discriminer par le simple fait qu'ils sont de nôtres. Mais si cela a été fait tout simplement parce que tu es le fils ou le beau-frère au président, alors je pense que là c'est à condamner. Voyons M. Nyankero, voyons son background, voyons son cursus. Est-ce qu'il ne mérite pas de l'être? Si on répond à cette question, et on pourra répondre. Je pense qu'il y a des choses qu'on devrait vraiment pas. Il y a combien de Tshisekedi qui ont été nommés dans le gouvernement, ou Tshisekedi apparenté? Moi, personnellement, j'en connais pas, mais je trouve que ça, c'est un débat des bas étages, et que si Nyankero n'est pas capable, on le saura, et nous, on viendra sur ces plateaux pour le dire. Mais on ne peut que lui prêter, à mon avis, des préjugés favorables, parce qu'il vient juste d'être nommé. On lui dit bon vent, qu'il nous montre qu'il n'est pas là par le simple fait de la proximité avec les chefs de l'État. Donc il est là parce qu'il le mérite. Moi, je crois qu'il le mérite parce que je l'ai connu du temps de président Kabila. Donc vous l'aviez connu du temps... Non, pas connaître directement, mais il était dans le service de protocole d'État depuis Kabila. Il ne vient pas avec les Belgicains et les autres qui sont arrivés en faveur de la prise des pouvoirs, des gens qu'on n'a jamais vus, connus d'Adam et d'Adam, Dave et d'Adam, qui sont là et qui sont en train de se grossir, de se taper la poitrine. Non, c'est quelqu'un, lui, a été ici. Ah, d'accord. Merci le beaucoup. pouvoir de Fatih l'a trouvé là. Qu'on le donne cette promotion, je pense que ça ne serait que... Merci beaucoup. José et Kaniki, la même question. On en parle en tout cas dans les réseaux sociaux, dans l'opinion. On pense que c'est M. John Nyankero mérite un peu ses privilèges parce qu'il est frère à la première dame. Non, rien à voir. Je ne pense pas que... L'influence de la première dame a joué. Non, pas du tout. Vous savez, on ne nomme pas les personnes parce qu'ils sont en acquaintance ou je ne sais pas, ils sont en proximité familiale ou je ne sais pas quoi d'autre avec le président de la République. Je ne pense pas, il faudrait les rappeler ici, clairement qu'il est là dans les services de l'État, n'est-ce pas, depuis plus de 40 ans, même je pense à l'époque du maréchal Mobutu. Il était déjà là, donc il a fait carrière autour du pouvoir. C'est pas un novice. C'est pas un novice, pas du tout. Alors, si tel est le cas, si on veut dire cela concernant le président de la République, Félix Tshisekedi, alors pourquoi il était là à l'époque de Mobutu, à l'époque de Kabila? Il avait une acquaintance avec ce président? Je ne le pense pas. D'ailleurs, il faudrait les rappeler. Ce qui compte ici, ce sont les compétences. Et j'ai dit encore ceci, qu'aux États-Unis, il y a eu des Kennedy dans les cercles du pouvoir. Il y a eu des frères Kennedy, il y a eu des Bush.
dans les cercles du pouvoir. Il y a eu même les Clinton. Donc, vous comprenez que nous devons un peu éviter ce genre de débat. Nous devons plus voir les compétences et souhaiter bon vent à ces messieurs, non seulement lui, mais tous les ambassadeurs et même tous les agents de l'État à travers le monde qui sont là pour travailler au profit et au bénéfice de l'État. Évitons les intoxications qui dérangent tout simplement. Ça, c'est pour manipuler les esprits faibles. Merci beaucoup. Nous prenons ces grands sujets, la suppression pour ce 1er mars déjà de cette, je pourrais dire prélèvement, soit paiement des prestations de l'ARPTC, RAM, registre d'appareils mobiles. Serge Ntseka, quel est le mobile ou soit quelle est la motivation qui pousse aux autorités de réagir à cet instant, parce que la population parlait depuis très longtemps, personne n'écoutait, les parlementaires ont parlé, mais quelle est la motivation pour cet instant d'élever cette mesure des rames? Merci Gramic. Je commencerai par dire que c'est un non-événement. C'est un non-événement. Un non-événement parce qu'il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. On a démontré noir sur blanc que c'est taxe. Je ne l'appelle pas taxe parce que la taxe, c'est un paiement d'une prestation. Le paiement de quoi? D'une prestation. Prestation par rapport à quoi? Moi, j'ai un appareil téléphonique et je paye un service contre quoi? Je donne de l'argent contre quoi? En échange de quoi? Toute perception de frais au profit de l'État fait toujours l'objet de débat d'un texte de loi au niveau de l'Assemblée nationale et promulgué par le président de la République. Les actes que l'État est apte à percevoir sont contenus dans ce qu'on appelle la loi de finances 2018, je crois, 2013 révisée en 2018. Tous les actes, tant au niveau national qu'au niveau provincial. On n'a jamais vu un acte qui s'appelle RAM dans cette loi-là. Je parle de la loi. Et puis, on a prétendu à un certain moment que ça devait soutenir la gratuité de l'enseignement. Mais quand nous lisons, nous visitons, nous parcourons le projet de loi, la loi budgétaire ici, on ne voit nulle part où émarge cette affaire-là, cet acte-là. RAM. Et la question, c'est il ne suffit pas de dire qu'on supprime. Tous les millions engrangés jusqu'à présent sont partis où? Parce qu'il y a certaines personnes qui sont à la fois eux-mêmes, ils créent une loi, ils les perçoivent et ils les gèrent. C'est gravissime. Nous sommes dans un pays qui se veut état de droit. Au 1er mars, on supprime cet acte qu'on appelle RAM et on nous dit exactement combien on a gagné et qui a dépensé cet argent, parce que cet argent a été dépensé. Je suis sidéré de voir tous les services de contrôle, en commençant par de l'État, le contrôle de l'Assemblée nationale, portefeuille, conseil, du portefeuille. Il y a une structure au niveau du portefeuille qui est censée contrôler les entreprises de l'État. IGF, personne n'a le courage d'interroger la gestion de cette rame. On a tenté au niveau de l'Assemblée nationale, on a vu comment cela s'est terminé. À un certain moment, cela nous donne à craindre qu'à un certain moment... Et vous insinuez quoi quand vous dites je n'insinue rien, j'affirme être capable de contrôler, de retracer, de nous dire exactement. Parce que moi, on m'a coupé de l'argent. C'est-à-dire que c'est comme si quelqu'un entre dans ta maison, il prend ton portefeuille, il sort de l'argent et il part avec. C'est du banditisme. Ça, c'est le voie des faits, comme le dirait le jury. C'est-à-dire, à un certain moment, quand on a été dans l'opposition, on a vu comment les autres ont mal géré. On n'a pas le droit de faire la même chose ou pire. Nous sommes censés être meilleurs que ce que nous critiquons. Sur certains points, j'ai malheureusement l'impression que les opposants d'hier n'ont pas tellement tiré des leçons, notamment ce qui concerne cet acte RAM. Parce que les gens ont crié de partout, même les gens de l'Union sacrée. Des élus de l'Union sacrée. Mais apparemment, on a été frappé par une forme de surdité qui a fait que, bon, peut-être que le fait d'engager des millions a fait perdre le nord à certains, mais
ça ne doit pas rester. Si aujourd'hui là, Oui. dans cette législature, ou la législature à venir, on ne s'épanche pas sur cette affaire, tôt ou tard, les gens viendront justifier de la gestion de ces... Merci de ces beaucoup, taxes. Serge Nseka. Alors, je sais, Kani, qui entend parler les ministres des PTNSIC, il dit ceci. À la date du 1er mars 2022, toute ponction directe sur les unités des utilisateurs des appareils mobiles vont cesser. Il parle de toute ponction directe. Est-ce qu'ils ne vont pas passer à une ponction indirecte, c'est-à-dire incorporée dans les frais des unités, par exemple, à travers les réseaux de télécommunications? Merci Son beaucoup. message est un peu ambigu. Merci beaucoup, mais seulement j'aimerais préciser, juste mettre le point sur les i Allons-y. par rapport à l'IGF. C'est que l'IGF a répondu clairement à votre préoccupation en disant qu'il ne pouvait pas s'immiscer ou bien enquêter, parler de cette affaire du RAM, du moment que le Parlement s'était déjà saisi de l'affaire. Et les compétences étant... Il y a un lien entre les parlements et l'IGF. Si les parlements enquêtent, l'IGF ne peut pas enquêter ou bien c'est un faux fuyant. M. Alinguete avait répondu clairement, du moment que le dossier C'est tout au parlement. se trouve au Parlement, lui ou bien l'IGF n'a plus droit de pouvoir enquêter. Parce que la suprématie Ah, d'accord. revient d'abord à l'institution Parlement parce qu'elle est supérieure. C'est un peu en succinct ce que l'IGF avait déclaré. Mais par rapport à votre question, Elle parle d'une ponction directe qui va cesser. Mais est-ce qu'ils ne vont pas passer à une ponction indirecte incorporée dans les frais d'unité? vous savez, moi je suis congolais. Je subis cette affaire du RAM. Mais à l'époque, il faudrait les dire ici que je n'avais jamais été d'accord dans la façon de ponctionner. Parce qu'au début, on nous disait qu'on allait couper 0,5 $, comme ça. Alors, Mais c'est $7 pour les 3G. les 3G, pendant 6 mois, 7 mois. oui. Mais ce qui a énervé totalement les Congolais, c'était la façon dont on avait ponctionné. C'est-à-dire, vous mettez votre 4 $, on prend le tout. Et ça, je l'avais toujours condamné. Mais concernant cette affaire, je pense que le gouvernement est souverain. Et surtout, ce gouvernement, moi, je trouve qu'il est à l'écoute de ce peuple-là. C'est vrai, bien qu'en retard, mais il n'y a pas de honte à un gouvernement de pouvoir retirer une décision qu'il a eu à prendre pour, bien sûr, satisfaire le peuple. Vous savez, le peuple a été en désaccord total vis-à-vis de cette affaire RAM. Je pense qu'il faudrait d'abord aussi dire bravo et féliciter ces gouvernements qui, enfin, a suivi aussi les recommandations du Parlement, de l'Assemblée nationale et même du Sénat, alors que tous, entre guillemets, c'est la même majorité. Mais comme il y a séparation du pouvoir, chaque institution, c'est-à-dire je parle ici du Parlement, elle a fait son travail et a dit clairement au gouvernement qu'il n'était pas d'accord avec ce fonctionnement. Et j'ai dit ceci, par votre préoccupation... La question soulevée par Serge est très importante. Il dit ceci. On doit quand même dire où partait cet argent. Exactement. On a récolté combien? Je suis tout à fait d'accord. Oui. C'est au gouvernement, c'est aux responsables, c'est à l'ARPTC qui est aussi concerné de pouvoir nous donner tous les éléments. C'est vrai, il est bien beau de pouvoir supprimer. Nous disons bravo parce que ça satisfait. Mais les réparations ou les préjudices, les dommages causés sur la population. Je pense que dans un état de droit aussi, il faut suivre. Et je demande clairement aux institutions habilitées à la matière de pouvoir se saisir du dossier et qu'ils poursuivent ça jusqu'au bout afin que s'il faut qu'il y ait réparation, qu'il y ait réparation. Avant de prendre Serge Nseka, est-ce qu'on ne va pas passer à une ponction indirecte, c'est-à-dire incorporer ces frais dans les unités comme d'autres taxes sont déjà incorporées dans les unités, les prix? Je n'ai pas
tous les éléments, parce que je ne suis pas dans la pensée du ministre. Mais je pense que c'est au ministre de détailler et d'expliquer ce qu'il veut dire. Oui. Moi, ici, j'ai dit, s'il trouvait un autre mécanisme qui ne va pas déranger le Congolais, mais cela doit se faire tout simplement dans la bonne manière, c'est-à-dire ça doit passer par exemple au Parlement, ça doit suivre les processus normaux pour que ça devienne une taxe ou impôt officiel. C'est un peu ce que je peux dire à ce niveau-là. C'est quand vous faites une émission, les rendez-vous des Kinois, et j'aimerais utiliser ces jargons des Kinois. Est-ce que Zobi va Congolais, c'est-à-dire que Longoli on a au Katabu va Congolais, Bamon a menacé, on incorpore ça dans les paiements d'unités. Et quand vous achetez les unités... Moïbi Mayele, Mukonda Kumayele. Donc, justement, c'est ça. Qu'on cesse de prendre les enfants du bon Dieu pour des camps. C'est-à-dire qu'ils arrêtent de nous prendre pour des idiots. Vous savez, même le ministre des Finances, dans ses attributions, dans son job description, il n'a pas le droit d'instaurer une taxe. J'ai dit, même le ministre des Finances, c'est l'autorité budgétaire, c'est au Parlement d'instituer une taxe. Le projet peut venir du gouvernement, du ministre. Mais pour que ces projets-là prennent effet, deviennent une loi, il faut que cela soit avalisé par le Parlement, promulgué par le chef de l'État, publié dans le journal officiel. De quel droit un ministre peut instituer un acte pour retirer de l'argent aux citoyens, l'instituer en loi et puis gérer? Il est à la fois lui-même ordonnateur, percepteur et ministre des Finances. Le ministre avait dit que ce n'est pas dans son ministère. Mais relève de la présidence. Mais dans tous les cas, nous parlons du gouvernement. La présidence n'existe pas. C'est le président qui a une institution. Le service et la présidence sont là pour appuyer, accompagner le président de la République. La présidence n'a jamais été une institution au regard de la loi. C'est-à-dire que c'est le ministre qui endosse la responsabilité. Je vous donne un exemple. Jean-Pierre Bemba n'a jamais été à Bangui. Des troupes de l'MLC, à l'époque Rébellion, invitées par Ange-Félix Patassé, président de la République, Jean-Pierre Bemba par la suite s'est retrouvé 10 ans en prison du fait de la participation de ces hommes à Bangui, alors qu'un procès avait été organisé et les gens avaient été condamnés. Un procès que la justice internationale n'avait pas pris en considération. Il y a la notion de la responsabilité intellectuelle des gens qui sont en train de faire des choses aujourd'hui en pensant être protégés parce qu'on a des gardes du corps. C'est-à-dire, le temps des hommes forts est révolu. Moi, je dis que je ne parle pas de Félix Tshisekedi, je parle du gouvernement parce qu'il faut comprendre comment fonctionne. C'est le gouvernement qui gère. Le président est irresponsable devant le Parlement. Et la personne qui y répond, c'est le ministre. Le ministre, combien de fois le ministre là a été invité à expliquer, bon, je ne vais pas rentrer dans des considérations personnelles, mais on n'a rien reçu. Exactement. On n'a rien reçu comme feedback. Les ministres avaient dit que c'est une recommandation internationale. Mais internationale par rapport à quoi? Est-ce que ça a été ratifié par qui? International, oui, mais international, le ministre ne peut pas instituer un acte et commencer à prendre de l'argent. Déjà dire que si on peut le transmuer à autre chose, j'ai dit non. Il n'en a pas qualité. Il n'en a pas le droit. C'est aux parlementaires, à nos élus de nous dire, voilà, désormais, vous devez payer. Le problème, ce n'est pas de payer. Et le problème, c'est quoi? Le problème, c'est de faire des choses selon la règle. Exactement. Et là, on a brûlé, et on a pris la loi, on a pris la constitution, on l'a brûlé. Les job description des ministres, est-ce que leur accorde la compétence d'ouvrir des actes et de commencer à percevoir de l'argent? Même les gouverneurs de la ville ne peuvent pas créer une taxe en dehors de ce qui est réglementé dans la loi, la LOFIP comme on l'appelle. Et aujourd'hui, on a des gens qui veulent nous expliquer que c'est important. Non, ce n'est pas important. Et cet argent, je reviens à ce que j'avais dit tout tantôt, on ne connaît pas la destination. J'ai parlé tout à l'heure que aucune structure ne s'était saisie de ces problèmes. De manière générale, l'Assemblée nationale
s'est intéressé à la chose. Nous avons vu comment les gens se sont rentrés dedans, comment les gens se sont insultés. C'est passé à la télé nationale. Donc, on ne peut pas revenir sur ça. Nous ne sommes pas là pour juger les gens. Mais nous disons, comme peuple, nous disons comme journalistes, et nous avons aussi la responsabilité de tirer la sonnette d'alarme quand ça ne marche pas. Et là, pardon Grammy, là, ça n'a pas marché. Ah d'accord. Là, une fois, on est entré dans le caniveau et les gens sont venus pour pousser encore. Parce qu'un jour, quand on va dégager des responsabilités, les parlementaires, les communicateurs, les membres des partis politiques ne seront pas là pour accompagner les gens qui seront épinglés demain pour venir répondre à cette affaire-là. Vous pensez que la population a le droit de réclamer même les remboursements de leurs unités ponctionnées? Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est un droit. Gramique, il s'agit des millions de dollars. Exactement. Il s'agit des millions, de millions. L'ordre n'est pas parlé de plus de 100 millions de dollars. Oui. On peut croire, moi je ne sais pas vérifier ça, mais je pense que c'est vrai, qu'au moment où l'État congolais a besoin d'argent pour des routes, pour soutenir les élections, on en parlera ici, pour soutenir le social des Congolais qui se trouvent dans l'État que tout le monde connaît, il y a des gens qui se permettent de créer des mécanismes pour prendre de l'argent des poches des Congolais pour en faire quoi? Et pire, on n'a même pas le droit de savoir ce qu'on fait de cet argent-là. C'est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. José Kaniki, les ministres parlent au Parlement d'une vingtaine de millions de dollars, 25 ou 27 millions comme ça. Je prends José et Kaniki. Est-ce que ce n'est pas fait pour des fins électoralistes ou soit électorales? Non, moi je ne pense pas. Parce que nous sommes dans une année préélectorale, il faut essayer d'amadouer le peuple. Je ne pense pas. Vous savez, un bon leader ne pense pas aux élections, bien qu'il soit politique. Il doit penser en 2022 alors? Non, il doit plus penser au bonheur du peuple congolais, surtout quand on a eu à prendre une décision et que, je pense, 8 mois ou une année après, les Congolais ne sont pas du tout d'accord. Il est normal, amende honorable, je pense, de pouvoir les retirer. Vous savez, à travers le monde, il y a eu des gouvernements, il y a eu même des parlements qui ont eu à prendre des décisions. Je prends juste un exemple, l'acceptation de l'avortement, par exemple. Mais lorsque la majorité du peuple n'est pas d'accord avec ce que le gouvernement a pris comme décision, eh bien, le gouvernement, après, retire. Voilà pourquoi, au début de mon propos, je disais qu'il n'y a pas de honte à ce que ces gouvernements puissent retirer parce que le peuple n'a pas été d'accord. Au-delà de tout ce qu'on a eu à dire, j'aimerais aussi signaler ici que c'est vrai qu'il y a un ministre sectoriel, mais il ne faudrait pas engager la chose d'une manière sélective, parce que c'est passé quand même par un conseil des ministres. Et lorsqu'il y a conseil des ministres, ce n'est plus une affaire, s'engage, le gouvernement s'engage, les pays. Et s'il y a à redire, moi je pense qu'il faudrait redire sur le gouvernement, parce que il y a une responsabilité au niveau du gouvernement. Et puis cette affaire des rames, moi je pense que dès le début, ça souffert d'un problème de communication. La communication n'était pas bonne et voilà pourquoi ça a aussi participé à ce que les Congolais soient révoltés sur cette affaire. J'aimerais encore dire ceci, nous devons quand même aussi avoir l'honnêteté de reconnaître ici sur ces plateaux que les rames existe à travers le monde, peut-être sous une autre appellation. Les rames, cette appellation-là, c'est ici en RDC. Mais ce système-là, ça existe à travers le monde. Là n'est pas le problème. Même je venais de suivre au niveau du Parlement, si je ne m'abuse, du Cameroun ou même du Ghana, si je ne m'abuse, où on traitait ce genre d'affaires et les députés c'était entré même dedans. Il y a eu des coups en désordre. Vous comprenez? Donc ce n'est pas que ici cette affaire de rame. Mais le grand problème ici, c'est le ponctionnement. Est-ce qu'avait-il le droit de ponctionner, oui ou non? Il s'avère que non. C'est là où
est la responsabilité maintenant. Et j'ai dit ceci, que ce n'est pas une affaire par rapport à l'électorat. Sinon, tout ce que le président de la République ou bien tout ce que ce gouvernement fait, est-ce pour autant que nous allons dire que c'est par rapport aux élections? Non. Quand on ramène, on fait revivre les Kanyamaka CC, quand on donne le bus aux étudiants, quand on fait tous ces genres, on pose tous ces genres d'actes au profit du peuple congolais, je ne pense pas que l'on pense aux élections. On pense au peuple d'abord, c'est vrai. Il faudrait voir les choses de cette manière-là et non toujours penser qu'on pose des actes juste pour les élections. Merci beaucoup José et Kaniki. Je pense que ça va aider les autorités à comprendre que les peuples restent rois. Quand le peuple ne veut pas, il faut écouter. La population était déjà contre dès les débuts de ces recouvrements, même forcés, si je pourrais dire comme ça. Moi, je regrette parce que j'ai déjà payé pour mes 2 téléphones pour cette année 2022. J'ai tout payé. J'avais payé 2021, j'ai payé 2022 également. Je ne sais pas si le gouvernement va faire quoi. Il va me restituer ou non, je ne sais pas. Mais ça, je ne sais qu'on prend les financements d'élections du processus électoral. L'ODEP donne encore un autre chiffre. L'ODEP parle maintenant que c'est plus de 104 millions déjà décaissés. Ce n'est pas les 37 millions dit par Nicolas Kazadi. Qui dit vrai, qui dit faux? Selon l'ODEP, ces informations viennent de ses sources au niveau du ministère des Budgets. C'est déjà plus de 104 millions. Ce n'est pas les 37 millions. Oui, vous me permettrez, Gramic, de revenir un peu, de rester un tout petit peu sur RAM. Vous avez le temps. José Kani qui vient de dire que partout dans le monde, cette taxe existe, mais j'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est pas seulement les ministres. Je n'ai pas parlé des taxes, j'ai dit du système. RAM, non, mais je parle de RAM. Oui, sous une autre appellation. Autant pour moi. Mais nous ne devons pas faire des choses parce que vous allez au Mali, vous allez en Angleterre, à Afghanistan, vous voyez que toutes les femmes sont voilées. On vient ici, on impose à nos femmes de se voiler. Non, il y a des normes. Si nous voulons, la loi internationale prend suprématie sur la nôtre et quand nous y adhérons. Exactement. On voit ça se passe ailleurs. Mais ici, chez nous, pour que nous instituions cet acte-là, moi je l'appelle encore acte parce que je ne sais pas les définir, c'est passé par où? Oui, la solidarité gouvernementale existe et que c'est le gouvernement qui endosse, mais à la fin, il faudrait que quelqu'un y réponde. Exactement. Quand je vais poser la question, je n'irai pas chez Serge Condé ou chez Tony Mwaba pour poser la question sur cet acte, ni chez Mouyaya. Notre ami. Donc, j'irai chez les ministres qui a ce secteur en charge. Donc, c'est-à-dire que les gens, qu'on ne cherche pas des excuses. Parce que quand les gens réfléchissent, quand ils appliquent des choses, et ça s'est fait au vu et au su de tout le monde. À un certain moment, il y a le principe de redevabilité. Quand on gère la chose publique, la res publica, on a les devoirs. Ce n'est pas un choix. Ce n'est pas un choix. De rendre compte, vous êtes obligé de dire que j'ai perçu autant d'argent et je l'ai affecté à ça. Autrement, on sort de l'orthodoxie et puis on rentre dans tout ce qu'on a décrié par les passés. Dans tout ce qu'on a décrié par les passés. Parce que ça, on est vraiment en train de ramener c'est que l'Union sacrée, c'est que l'UDPS a toujours refusé depuis les années 80. Et Serge Nseka, c'est dans ça. Donc, voilà. Il y a un flou tout autour des chiffres avancés. Les ministres des Finances parlent des 37 millions. L'ODEP vient avec plus de 104 millions. La CENI, de son côté, dit que ce n'est qu'un frais de fonctionnement. Il y a un flou total. Qu'est-ce qui se passe? Mais il faut comprendre qu'il y a le principe de continuité de la gestion, la continuité de l'État. Nanga a été là. L'équipe Nanga. L'équipe Nanga a commencé à réfléchir sur les élections. Exactement. Nanga a posé certains actes. L'équipe Nanga a commencé même à organiser les élections, à réfléchir sur les élections au niveau de province parce que ça prenait du temps. C'est-à-dire que Denis Kadima est arrivé, c'est vrai, il va assumer les passifs et l'actif de la CENI, mais à mon sens, si les choses sont bien faites, on ne devait pas poser des questions, l'argent sort. Il y a quelqu'un qui signe,
il y a quelqu'un qui reçoit. On visite ou on revisite toutes les transactions, on saura l'argent était sorti, pour quel libellé, qu'est-ce qu'on en a fait Aujourd'hui, là, c'est comme si on était dans un monde de magie où les choses disparaissent comme ça, des millions, et puis personne ne répond parce qu'on avait sorti une centaine de millions, on n'en sait pas, le ministre des Finances serait en train de mentir. Mais non, qu'on arrête cette gestion hasardeuse et imaginative de l'État, de gestion de la chose publique. Denis Kadima tire la sonnette d'alarme. Qui n'a pas d'argent. Vous savez, tout le malheur que le monsieur a eu avant d'accéder à ces postes-là. Donc, il est accompagné par une sorte de préjugés négatifs. Exactement. Et tout le monde sait que Denis Kadima va travailler en faveur de Félix Tshisekedi parce qu'il y a une sorte de poisse qui le colle à la peau. Ouais. Mais le monsieur a les devoirs aujourd'hui de crier. Parce que demain, les gens risqueront de confirmer des thèses qui sont déjà dans leur tête. Des élections qui seront mal organisées, orientées, il aurait déjà des résultats. C'est-à-dire, il a intérêt à se protéger, lui, à protéger sa famille, à protéger ses collaborateurs. Parce que on semble oublier aujourd'hui où est-ce qu'on était avant 2018. Et quand on disait dans les plateaux de télévision, pas de mandat pour Kabila. Exactement. Les gens sont morts, on a tiré, les gens ont marché. On a insulté les gens ici, on a profané des églises. Parce qu'à un certain moment, il y a des hommes d'église, à un certain moment, il y a des compatriotes, des mouvements citoyens qui ont dit non au troisième mandat. Alors, on oublie tout cela. Aujourd'hui, on voudrait refaire presque la même chose et pire. Denis Kadima est dans son rôle de dire qu'il n'a pas d'argent. Parce qu'il sait le prouver. Serge, avant de prendre José, mais il y a également réfléchissons en tant que scientifique. Est-ce l'argent de l'organisation du processus électoral doit être logé au niveau du compte du Trésor public ou bien on doit ouvrir un compte spécial pour la CENI même dans une banque X ou Y? Parce que c'est là même les nœuds du problème. Il y a certaines personnes qui pensent que l'argent s'est ouvert déjà dans le compte du Trésor public et Denis Kadima dit que la CENI a une gestion autonome en matière de ses financements. Bien entendu que l'argent, quand il sort du Trésor public, rentre dans le compte de la CENI. Pourquoi il y a un caisseur? Pourquoi il y a une organisation? Pourquoi il y a tous ces services-là? Le bureau de la CENI, oui. Et puis, quand on parle de CENI ici, il faut l'avoir à l'échelle nationale. Exactement. Quand on dit frais d'installation, ce n'est pas les installations ici à côté, derrière, sur le boulevard du 30 juin. C'est sur les 1 345 millions de kilomètres carrés. Donc si on doit acheter des papiers, des consommables et tout, il faut penser à l'échelle nationale. Donc c'est une grosse machine et ça demande beaucoup d'argent. Les gens qui sont en train de s'offusquer ici en attendant 37 millions, mais 37 millions, c'est rien par rapport aux milliards que les électeurs devraient coûter en République démocratique du Congo. C'est rien, c'est minime. Donc c'est-à-dire qu'on arrête de mystifier les choses. L'argent doit être délogé au compte du Trésor public pour arriver dans un compte spécial. L'argent doit être affecté, c'est-à-dire que c'est budgétisé, c'est dans le budget. On met l'argent à la disposition de la CENI qui les dépense selon, je crois, le besoin et qu'il y a une procédure en ce qui concerne. Mais aussi, on attendait entre Tony Mwaba et les ministres comment je dis Tony Mwaba, des ministres des Finances et le président de la CENI, il y aurait des guerres d'intérêts non avoués que nous ne saurons pas dire ici autour des marchés qui devaient être passés par telle entreprise et par telle autre. On est en train d'entendre ça, on ne sait pas le confirmer, mais si c'est le cas, vraiment, on serait vraiment parti pour la gloire, quoi. Alors, je pense que je prends José Kaniki, mais Serge, je ne sais qu'à réfléchir sur cette question. J'ai suivi Delis Sessanga qui évoque la question du contrôle. Il parle du COPEC, mais il dit également qu'on doit renforcer le contrôle au niveau même de la CENI en termes de gestion des financements du processus électoral. José Kadima, qu'est-ce qui se passe? Écoutez, José Kaniki, qu'est-ce qui se passe? Est-ce on doit essayer de créer un compte spécial parce que la CENI a une gestion autonome en matière de financement ou on doit laisser l'argent du processus électoral dans le compte du Trésor public? Merci beaucoup, je reviens sur votre question, mais seulement je reviens un tout petit peu. Je parlais je disais ici qu'il n'y a pas de honte à un gouvernement
de se rebiffer entre guillemets. Vous savez, je vous donne un exemple juste. Vous savez, la pression du mouvement des Gilets jaunes en France a fait qu'aujourd'hui, le gouvernement français a renoncé à la hausse de la taxe intérieure des consommations sur les produits énergétiques. Donc, c'est ça même la démocratie. Le problème ici, lorsque ça s'est fait en RDC, on pense que le gouvernement ne s'assume pas. Ou le gouvernement est faible. Non, vous savez, il n'y a pas plus fort que le peuple. Lorsque le peuple, que ce gouvernement ait raison ou tort, mais lorsque la grande partie, la majorité du peuple s'offusque, eh bien, merci beaucoup, il est normal que le gouvernement puisse s'assumer. Par rapport à votre question, j'aimerais dire déjà, voilà un peu la différence avec les processus passés ou même, en guillemets, les régimes passés. C'est qu'à l'époque, il n'y avait pas de contrôle au niveau déjà de cette CENI-là. Nous avons eu à déplorer autrefois que les machines à voter coûtaient, je ne sais pas, 1500 $, mais on nous a dit ici par la CENI de l'or qu'il coûtait plus que cela. On parle ça, des sommes, vous comprenez qu'il y avait, il y avait une bouillabaisse totale à l'époque. On n'avait pas les éléments et Nanga n'a fait qu'à sa tête. Aujourd'hui au moins, nous avons un régime qui vient avec l'IGF et l'IGF va contrôler, va essayer de suivre ce qui se passe dans la CENI. Et ils se sont vus avec le président de la CENI. Ils ont harmonisé, ils se sont accordés pour qu'il y ait un suivi du contrôle de finances de la CENI. Moi, j'encourage et je dis bravo. Et au-delà de ça, vous savez, il y a une certaine opinion, surtout pour nos adversaires politiques ou les adversaires politiques du président de la République, qui pensent que la CENI est au service déjà du chef de l'État. Mais cette guéguerre, je mets les guillemets, entre le gouvernement et la CENI prouve déjà le contraire. Prouve que chaque institution veut faire son travail. Les ministères sectoriels, l'argenté national est dans le bon droit. Lorsqu'il suit dans les médias le président de la CENI dire à haute voix qu'il n'a rien reçu du gouvernement. Mais quoi de plus normal que l'argentier national, c'est-à-dire M. Nicolas Kazadi, puisse s'offusquer au nom du gouvernement. Voilà pourquoi il a eu un droit de réponse. Vous comprenez? Et il a dit clairement que la CENI a réceptionné même plus ou moins 37 millions de $. Et il a donné les détails. 10 millions pour épurement des, je ne sais pas, des arriérés, 2 millions pour autre chose, 4 millions. Il a donné tous les détails. Moi, je pense que la CENI, à ce niveau, a eu à faire une erreur de communication. Il devait normalement d'abord, le président Kazadi, plutôt le président Kadima, devait d'abord reconnaître qu'il a au moins reçu les 37 millions. Parce que juste après... Il ne l'a pas nié. Il m'a dit ceci. C'est les frais d'exploitation qui posent problème. Il n'a rien perçu comme frais d'exploitation. Mais les frais de fonctionnement, il n'a pas nié. Non, c'est vrai qu'il n'a pas parlé du montant. Mais il dit que le frais d'exploitation qui pose problème. Vous savez, nous devons être clairs. C'est quand même, comment dire ça, c'est fragile cette affaire. Les mots m'échappent un peu. C'est sensible. Exactement. Lorsque le président de la CENI vient face à la population et dit que je n'ai rien reçu. Comme frais d'exploitation. La population ne connaît pas tous ces termes techniques. Voilà pourquoi j'aurais souhaité que le président de la CENI commence par dire que j'ai reçu autant, mais pour telle opération. Mais concernant les opérations purement électorales, là je n'ai pas réussi. C'est là où il y a eu un couac. Et je pense qu'ils doivent s'harmoniser. D'ailleurs, Patrice Ansey, à la questeur juste après, a reconnu. Maintenant, par rapport au décaissement, moi je pense qu'il y a déjà des textes afférents à cette affaire. Je pense qu'il y a des textes qui donnent la possibilité... On garde l'argent dans les comptes du trésor public ou bien on doit avoir un compte spécialement pour la CENI? Moi, je ne pense pas qu'il faut qu'il y ait nécessairement un compte pour la CENI. Parce que...
Mais parce que ce qui s'est déjà passé, au temps voulu, ça n'avait pas dérangé. L'essentiel ici, c'est qu'il y ait un contrôle à l'interne et à l'externe, et que les deux institutions, parce qu'ils doivent marcher quand même ensemble, ils doivent trouver les mécanismes pour éviter que ce genre de choses ne soient jetées à la face de la population inutilement. On clôture avec ce sujet. Deli Sesanga propose qu'on puisse mettre en place une structure spécialisée pour faire les contrôles au niveau de la CENI pour ces financements. Il évoque plusieurs cas, les cas récents plutôt, les Corneille Nanga ont reproché beaucoup de détournements. On pourrait en tout cas des prétendus détournements. Qu'est-ce que vous en pensez? Que Deli Sesanga a raison ou bien non? Je pense qu'on doit tout simplement appliquer la loi. Parce qu'il y a une loi qui a créé la CENI, une loi qui lui donne les attributions, et même ses devoirs. Pour une fois qu'on fasse des choses telles que le législateur l'a voulu. Exactement. Pourquoi on empêcherait à la CENI de gérer l'argent? Sinon on contrôlerait quoi? Donc on devait contrôler les ministres qui détiendraient l'argent. Non, la CENI doit recevoir l'argent, passer des commandes, faire des affaires, des appels d'offres. C'est là où le Romain s'empoignèrent, continue à s'empoigner jusqu'à présent. C'est autour des fournisseurs, proches d'eux, et c'est le moment de le dire. Nous ne sommes qu'à une année des élections, à une petite année des élections. Qu'est-ce qui a été commandé? C'est ça. Quels sont les experts qui ont été recrutés? Mais il y a, sur le plan logistique, sur le plan organisationnel, il y a un travail énorme. Et sans argent, on n'avance pas. Qu'on ne reste pas dans des mythes de millions parce qu'on a volé pour les 100 jours, on a volé pour Chile Gelou. Mais les gouvernements doivent commencer à nous dire combien ils disposent pour les élections. Exactement. Au lieu de nous embrouiller autour des 37 millions, parce que je trouve que c'est minimaliste, c'est vraiment une blague. Quand, je l'ai dit, les élections peuvent coûter 1 milliard de dollars et qu'on est en train de discuter autour des 37 millions, alors j'ai dit qu'on risque de ne pas avoir ces élections-là. Parce qu'apparemment, les gens qui sont là ne sont pas capables de supporter les chiffres. Ne sont pas capables d'entendre des chiffres parce qu'ils ont le vertige. On doit nous donner un calendrier clair. Et là, j'ai rejoint encore la Cinco qui a déjà une certaine époque établi son calendrier électoral. Au jour d'aujourd'hui, par rapport à la CENI, on devait être où on est où? On fait une sorte de suivi et évaluation. Et qu'est-ce que le gouvernement devrait donner à la CENI pour garantir, au niveau apaiser les esprits, apaiser ce que José a dit tout à l'heure, les gens qui sont en train d'attendre le déluge, que ce dernier n'aura pas lieu. Que ce déluge n'aura pas lieu. C'est-à-dire que le ministre n'a pas à discuter à se chamailler en public et à répondre à la CENI. Le ministre n'a qu'à exhiber, parce que l'État on a été. Le gouvernement, l'État congolais, a mis autant à la disposition de la CENI, et que nous, journalistes et le peuple congolais pouvaient aller dans les sites du ministère des Finances, visiter. Gramig, nous avons des partenaires financiers ici. Si vous allez à la Banque mondiale, vous posez la question, on vous donne tous les projets financés par la Banque mondiale, avec les noms des animateurs, leur numéro de téléphone et les montants exacts. Allez-y au ministère du Plan, allez-y au ministère des Finances, posez la question. Vous ne trouverez même pas une sentinelle pour vous répondre. On est en train de mystifier des choses. Ce sont des frais publics. Il y a un bon réalité, un bon amoututé. Nicolas Kazadi a biso que mbongo il y a ba élection ngai ministre na kombo ya gouvernement na bimisa mbongo boye après c'est biso mikanda, c'est simple. Mambaso nezate. Merci beaucoup. Merci beaucoup Serge Nteka. Nous allons prendre les derniers sujets. Merci beaucoup à la régie. José Kani comprend, il y a cette question refait surface, il y a les sommets et qui a commencé avant-hier, s'est clôturé hier au niveau des Bruxelles, la requalification de la révisation de nos frontières. Les Congolais ont
n'ont pas peur, mais les Congolais restent très vigilants. Nous avions vu un travail abattu, un grand travail énorme abattu par la diaspora qui était présente là-bas au niveau de Bruxelles. Il y a même certains qui étaient interpellés et déjà libérés. José Kanik, vous pensez que c'est facile d'évoquer cette question, c'est si simpliste de dire que dans un sommet, on peut requalifier nos... J'ai aimé la fin de votre, disons, phrase qui dit certains étaient interpellés. Oui. Interpellés, ils manifestaient, ils avaient le droit de manifester, mais ils ont été interpellés par qui? Par la police. Oui. Ils ont été relâchés. Parce que généralement, quand ça se passe ici, on pense que la police n'a pas le droit d'interpeller les gens qui manifestent. Là-bas en France, dans un pays, en Belgique, merci, dans un pays démocratique, cela est fait. C'était juste une parenthèse. J'aimerais revenir un peu, rebondir sur ce que mon compatriote Serge Seka a dit ici. Ministre Azoswana na sénité, na présidenté. Il y a sénité, non. Ministre a sali mise au point. Et ça normal. Il a fallu attendre que la CENI parle. C'est ça. Non, la CENI a le droit de parler. Moi, je trouve que la CENI a le droit de faire pression sur le gouvernement. C'est aussi dans son rôle. Donc c'était une pression. Là, il n'y a pas de problème. La CENI a le droit de parler. Mais sa communication... Le gouvernement ne pouvait, et il était normal pour le ministre de s'offusquer d'entendre que le président de la CENI dit qu'il n'a rien reçu. Tiens, on a sur moi et loco. Après le bic, non, on a joué le côté de la part de José Kanik. Tiens, le bas au moins que soit qui moi et loco, mais Ezaki pour n'abouer. Mais pour n'abouer, non, n'a zuité. Là, la communication, elle est claire. Je pense que cela est fait. Et j'ai dit encore ceci. La CENI a logiquement un compte, non? Alors, le gouvernement est là, il affecte de l'argent, il injecte cet argent, cette somme-là, dans le compte de la CENI, selon l'état des besoins de la CENI. Moi, je pense que c'est ça aussi le processus normal. Pourquoi la CENI veut avoir son compte privé? Il y a des textes, comme mon compatriote vient de le dire ici, que l'on essaye tout simplement de respecter les textes de la République ou les lois de la République en la matière. Moi, je pense qu'auparavant, comment ça se faisait? Est-ce que la CENI avait géré d'une manière isolée les finances de la CENI? Il y a toujours un gouvernement qui injecte de l'argent selon l'état des besoins de la CENI, et puis les choses avancent. Et je pense que la CENI doit aussi se tranquilliser, il doit plutôt harmoniser tout simplement afin que les élections soient organisées. Et je vous assure, M. Gramic, que les élections seront organisées, vont être même organisées dans ces pays, je vous assure. J'ai dit par rapport à votre question sur le sommet UIA, UE. Les Congolais craignaient la révisitation. Vous pensez que dans un sommet comme tel, on pourrait essayer de réévaluer, même soit de requalifier nos frontières? Je pense déjà que la réponse, elle est claire. Est-ce qu'on a eu à traiter ces dossiers, ces sujets-là? Mais pourquoi les Congolais? Pourquoi les Congolais ont si peur? Il faut rester vigilant. Non, on peut rester vigilant, mais il ne faut pas toujours prêter les intentions. Vous pensez que c'était... Mais nous parlons du sommet, oui, n'est-ce pas? Est-ce que ce sujet-là a été traité? On nous a assuré, il y a cela 3 jours, 4 jours, par certains politiciens mal intentionnés qui intoxiquaient la population, qu'on allait là-bas. Pourquoi? Pour parler des frontières de la RDC, balkaniser même la RDC. C'est là où je suis. C'est ça, les personnes mal intentionnées, les politiciens mal intentionnés. Du moment qu'on arrive dans ce sommet, les sujets, on n'y fait même pas, on n'en parle pas. Ça démontre déjà la face du monde et la population doit comprendre qu'il y a des personnes qui sont là pour intoxiquer tout simplement. Maintenant, par rapport à l'effectivité de la balkanisation, vous savez, le Congo, la RDC est une belle femme. Une belle femme qui doit s'assumer. Vous comprenez? Le Congo, la RDC, aime son pays. Je ne vois pas un Congolais qui va accepter que ces pays soient balkanisés. Depuis 60 ans, on en parle. Mais si nous n'arrivons pas à bien gérer
Monsieur Gramy, il faudrait le dire clairement. Yeah. Moi, je ne crois pas que ce Congo va être balkanisé. Et je m'adresse aux nombreux téléspectateurs et même à mes compatriotes congolais. Ce pays ne sera pas balkanisé. Pourquoi? Parce que, un, les Congolais aiment leur pays. Parce que, deux, les Congolais défendront toujours leur pays. Et surtout avec les dirigeants que nous avons actuellement, je ne vois pas un Félix Tshisekedi. Je ne le vois pas accepter que ces pays soit balkanisé. Pour quel intérêt? Et pour terminer, Monsieur Gramic, les intentions malveillantes peuvent venir de nos voisins, ou même d'ailleurs. Mais je pense que si nous restons soudés, eh ben, cela n'arrivera jamais. Merci beaucoup, José Kaniki. Alors, Serge Nseka, vous étant journaliste chez un chevalier de la plume, vous avez fait du temps. Cette histoire de la balkanisation nous guette toujours. À chaque fois on parle de ça, la balkanisation, depuis Lumumba jusqu'à présent. Qu'est-ce que nous devrions faire, soit nos autorités, même nous, le peuple congolais, pour qu'on ne puisse plus en parler, même au niveau international, la balkanisation de la RDC? Ben, on peut pas empêcher les autres de rêver. Tout le monde peut rêver, tout le monde peut réfléchir, tout le monde peut faire des projets. Mais entre les rêves et la réalité, je pense qu'il y a quand même un fossé qu'il faudrait franchir avant. La seule chose que je ne pense pas que c'est dans un sommet en Europe qu'on va décider de démembrement d'un État comme la République démocratique du Congo. La seule chose qu'ils ont réussi, c'est de constituer cette nation en 1885. Ils étaient là, nous on n'était pas là. Et ils nous ont donné ça, on leur dit merci. Mais entre-temps, les gens ont travaillé depuis les Nzingakuvu jusqu'à, pour ne pas les citer, Maréchal Mobutu a forgé l'union nationale. Voyez un peu cette ville. Moi, je travaille un peu dans l'optique de la décentralisation. Je sillonne pour les provinces. Mais quand je vois la ville comme Kinshasa, comment on est entremêlés là. Mon frère en face ici, je ne connais pas d'où il est, peut-être. C'est le long d'être Batouaromo le Baminoramboka. Le long Batouaromo Tanamnoramboka. Mais moi, tous mes meilleurs amis, je ne connais pas. C'est-à-dire, à Kinshasa, je peux aller à Kalemi, je mange les Mikebuka, les frétins. Je vais à l'Équateur chez les amis, je mange des Koba. Je vais à Bandundu, je mange les Missili. C'est ça. Je fais le tour du Congo tout en étant ici. Cette conscience nationale. C'est-à-dire que personne ne pourra nous enlever ça. Et chaque fois que ça barde à l'est, c'est à Kinshasa qu'il y a que ça bouge. Le pouvoir ici en place depuis Laurent Désiré Kabila ici, les gens. La conscience suffit, on manifeste. Non, la conscience. Après, nous sommes distraits. Pourquoi comment nos voisins des Nord-Est ici, Soudan, ont été le pays séparé parce qu'à un certain moment, il y avait une conscience que nous sommes des Touaregs, nous sommes des musulmans, et nous sommes des Noirs, nous sommes des chrétiens. Il y avait déjà en filigrane cette séparation. Mais chez nous, il n'y en a pas. C'est à nous de vouloir que ce pays soit divisé ou pas. C'est-à-dire que depuis toujours, depuis 60, tu l'as dit, les gens ont toujours voulu. Sécession katangaise, Moulopoué, Albert dans le Kasaï, on a connu le MLC, mais on avait l'occasion ici, avec l'AFDEL, de démembrer ces pays. Pourquoi ça n'a pas marché? RCD y compris. Parce qu'il y a une conscience déjà forgée. Et merci à tous ceux qui sont partis, merci aux martyrs de l'indépendance, merci aux pères de la nation congolaise qui ont fait en sorte que de nous voir, toi et moi, nous sommes des frères, même si on ne vient pas d'une même contrée. Qu'est-ce que vous nous sommes des frères. C'est un élément que eux n'ont pas. La diaspora est juste. Ils vont suivre la diaspora est l'émanation de cette population ici. La diaspora manifeste ce que moi je suis en train de dire ici. Ils se reconnaissent congolais dans un état pas dans un état plusieurs, excusez-moi, plusieurs, dans un état 1. C'est-à-dire que le chef, le gouvernement, que vous soyez ami à X ou Y nation, XY président, vous allez partir avec ces amis-là. Vous partirez. Il y a des choses, des sujets sur lesquels on ne tergiverse pas. Comment un président, un vice-président de la République, ami dont le pays vient de gagner des marchés importants, pour se permettre de dire
des incongruités, à la limite des insultes sur, vice-président Kenya, toute une William nation, Ruto. justement parce que vous nous trouvez très gentils, vous trouvez notre chef très gentil et vous pensez que nous sommes naïfs. Non, ça doit cesser cette affaire-là. C'est pourquoi Je leur ai dit, vous êtes question. amis Les gens pensent que nous sommes à Félix distants, on Tshisekedi travaille pas. à titre personnel, mais il est notre président. Il ne nous engage pas dans le sens d'accepter des insultes de la part d'une personne, vice-président soit-elle. Je crois qu'en diplomatie, c'est l'élégance, c'est la courtoisie, c'est le respect. D'autant plus qu'on est frères, d'autant plus qu'on a une histoire commune, même récente, d'autant plus qu'on a des intérêts en partage. Donc ces gens-là doivent apprendre à respecter le Congo. Et là, la diaspora, pour revenir à ta question, a joué son rôle. La diaspora n'est que l'émanation de notre volonté commune de rester ensemble. Et que si ça continue, ça va continuer aussi de l'autre côté de cette façon-là. Je n'encourage pas les insultes, je n'encourage pas la violence. On a vu en train de tabasser, on n'encourage pas ça. On n'est pas pour ça. Mais à un certain moment, les gens devaient manifester leur ras-le-bol et même faire voir à ces gens-là que si vous franchissez les Rubicons, ça va être compliqué même pour vous. Merci beaucoup, c'en est fini pour aujourd'hui. Merci à Serge Nseka, analyste politique, journaliste, merci, Journal de la Ville. Vous fêtez les 10 ans, non? Les 10 ans au mois d'avril, non, je voudrais vraiment remercier toute mon équipe, remercier tous ceux qui nous ont supportés, tous ceux qui nous ont suivis, pour dire que Gramik, ça je le dis autant pour toi, autant pour Tchani et pour tout le monde, les rêves congolais impossibles. Vous voyez ce que vous avez commencé ici, ça peut survivre à son initiateur si on y met du sérieux. On a commencé une aventure avec des amis qui étaient tous célibataires, aujourd'hui sont pères des familles, ils vivent de ça. Qu'est-ce que nous demandons? Que notre gouvernement, au lieu de nous ponctionner seulement des rames, donne des moyens aux entrepreneurs. Exactement. Nous sommes des entrepreneurs. Nous résorbons le problème d'emploi. On donne beaucoup d'importance aux journalistes étrangers, je n'ai rien contre, qui viennent ici, loger dans des palaces aux frais de l'État. Mais qu'est-ce qu'on fait de gens au quotidien qui apportent l'information, qui ont accompagné la campagne sur Ebola, nous allons accompagner sur la CI. On nous donne quoi? Merci beaucoup. Je pense que rien du tout. En 10 ans, déjà, nous avons engagé suffisamment d'expérience pour penser avoir le droit au chapitre et de dire, d'interpeller le gouvernement sur certaines choses qui ne se font pas encore. Merci beaucoup. Une seconde, je pense que vous étiez aux États généraux et vous avez fait des recommandations. Non, dommage, j'étais pas là. Malheureusement. Je n'étais pas invité. Et puis, voilà quoi. Merci beaucoup. Bon vent. Tout le monde n'était pas là. Bon vent au Journal de la Ville, un journal que je suis en tout cas à tout moment. Merci beaucoup à Serge Nseka, merci à José Kaniki. C'est moi qui vous remercie. À Monsieur Patrick au Forum Moulin aujourd'hui, les directeurs de production. Merci beaucoup à Adjo, merci beaucoup à Réveil, merci beaucoup à vous tous. Fille Alungé, la Emmanuel, sans oublier, je suis Camille Clégan. Que le Dieu de toutes les inspirations continue de nous inspirer et de vous inspirer également. Relais YouTube, Peter Tiani, RDC, abonnez-vous massivement. Les diffusions, 11h juste. 11h juste, je prends 22h juste et 1h juste. On se retrouve les lundis pour un nouveau direct de cette grande émission Débat pour la Nation dans Perfect Télévision. Au revoir et bon week-end chez vous. Merci. Bah, iPhone, hein.